Donc j'avais envie de partager ça et puis de vous passer la parole peut-être à M. Comte-Sponville pour vous permettre de rebondir sur ce que vous avez entendu de la part de Pierre Sabatier. Oui, merci. Moi, j'écoutais Pierre Sabatier avec beaucoup d'intérêt. D'abord parce que je m'intéresse à l'économie et j'aime les économistes pour toutes sortes de raisons. Mais... C'est rare. C'est rare. Oui, mais je suis toujours frappé par le fait que notamment nos médias interrogent des tas de gens, parfois des économistes, mais pas autant qu'ils devraient le faire sur des problèmes qui sont essentiellement économiques. Sur le chômage, on entend l'avis de tout le monde. Un philosophe n'a pas grand-chose à dire, à mon avis, sur le chômage, en tout cas beaucoup moins qu'un économiste. Donc, vive l'économie et les économistes. Pour le reste, j'écoutais avec d'autant plus de plaisir que j'étais d'accord avec tout, donc ça va compliquer un petit peu les discussions, et donc on va plutôt répondre à vos questions ou à vos objections. Mais je pointe quand même quelques points d'accord qui m'ont paru particulièrement importants. Premier point, Pierre Sabatier disait, et il a raison, il n'y a pas l'entreprise, il y a des entreprises différentes avec des finalités différentes. J'en suis d'accord. J'ajouterai simplement, quelle finalité? Alors ma thèse, qui sera à soi tout seul l'objet d'une conférence, c'est que la finalité de l'entreprise, c'est la finalité de l'actionnaire. Ce qui veut dire qu'on peut demander, il y a des finalités différentes, mais quelle est la finalité dominante de nos entreprises? Et là, même si toute entreprise n'est pas cotée en bourse, la bourse fait un panel intéressant. Il est clair que la finalité, à l'échelle des grands nombres dominante de l'entreprise, c'est de faire du profit. Et il faut dire, c'est bien. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin d'entreprise. On n'a pas besoin d'entreprise pour trouver un sens à notre vie. On n'a pas besoin d'entreprise pour créer de la vertu. On a besoin d'entreprise pour créer de la richesse. Parce que créer de la richesse, c'est la seule façon de faire reculer la pauvreté. C'est la seule. Or, n'ayons pas peur des mots, créer de la richesse en économie capitaliste, et c'est la seule qui marche. Ça s'appelle faire du profit. Et donc, il faudrait quand même qu'on arrête en France de reprocher à nos entreprises de faire d'énormes profits, comme on dit avec des sanglots d'effroi dans la gorge. Plus d'entreprises feront de profits, mieux ça vaudra. Alors, ça ne règle pas la question de la redistribution, mais qui est à la charge de l'État, bien sûr. Mais avant de redistribuer quelque richesse que ce soit, il faut d'abord la produire. Deuxièmement, le sens, disait Pierre Sabatier, c'est la vision. À nouveau, il a raison, surtout au sens en tant que direction. Attention, amis coachs, et surtout vis-à-vis de vos clients en chef d'entreprise, de ne pas compter sur la vision qu'on a pour l'entreprise pour motiver les salariés. La vision, en gros, ça motive le chef d'entreprise, le top management. Je prends un exemple. Une fois, j'intervenais devant une très grosse entreprise. Le nom, c'était AXA, donc devant les 300 principaux cadres du groupe AXA Monde. Et avant mon intervention, le patron prend la parole et présente sa vision pour l'entreprise AXA. C'était il y a 15-20 ans. Donc j'ai oublié l'essentiel, mais j'avais retenu un point qui m'avait frappé par la belle netteté rhétorique du propos. Il disait à ces 300 principaux cadres, ben voilà, la vision que je vous propose, c'est entre autres de multiplier par 2 le chiffre d'affaires et par 3 le résultat net en 5 ans. Non mais il n'y avait pas que ça, c'était la dimension financière de la vision, et ça ne me choque en rien. Un patron qui n'aurait pas dans sa vision une dimension financière, c'est un mauvais patron, donc ça ne me choque en rien ça. Sauf que, imaginez le cadre d'AXA, qui après la rencontre rentre chez lui, il dit en famille, il y a son adolescent de fils ou de fille qui fait vaguement la gueule, comme d'habitude, et qui lui demande d'un ton rogue, et toi papa, c'est quoi le sens de ta vie? Vous imaginez le cadre d'AXA répondre, le sens de ma vie, mon fils, c'est de multiplier par 2 le chiffre d'affaires et par 3 le résultat net en 5 ans. Le gamin se dirait, mais mon père est un con, il aurait raison. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne vision pour l'entreprise. Mais ça veut dire que la meilleure vision pour l'entreprise ne peut pas tenir lieu de motivation pour les salariés, fussent-ils cadres ou dirigeants qui la dirigent. Autre exemple, dans une grosse PME, 300 salariés, qui fait des médicaments vétérinaires, j'interviens devant le comité directeur. Et dans le débat, une femme qui était là, qui était la numéro 2 ou 3 de l'entreprise, nous disait, écoutez, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans la boîte. Depuis 20 ans, on ne me parle que de croissance. On a fait beaucoup de croissance, on fait encore de la croissance. Mais elle ajoute, mais que voulez-vous, la croissance, c'est pas mon but dans la vie.
Et oui, ce n'est le but de personne, sauf éventuellement du patron, des actionnaires, des propriétaires. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne vision pour l'entreprise. Ça veut dire que la vision pour l'entreprise ne peut pas suffire à la motivation. Bref, ne confondons pas. Et aidez vos clients, les patrons, à ne pas confondre ce que j'appelle le patron stratège, celui qui a une vision pour l'entreprise, et ce que j'appelle le patron manager, celui qui sait motiver ses collaborateurs. Il faut les deux. Et c'est une erreur de compter sur sa vision pour tenir lieu de motivation, comme donc de compter sur ses capacités de stratège pour se dispenser d'être manager, comme c'est une autre erreur que de compter sur ses capacités de manager pour tenir lieu de vision stratégique. Alors la robotisation ne supprime pas le travail, mais ça en crée. Pour l'instant, c'est vrai. Vous savez, un point qui me distingue des économistes, c'est qu'on n'a jamais tout à fait la même échelle. En fait, toujours les économistes, quand on les lit dans la presse, par exemple, vous lisez dans la presse économique que sur la longue durée, les actions sont le placement le plus rentable. Mais c'est pas vrai. Et quand vous interrogez sur la longue durée, en gros, c'est 150 ans. Ce qui, à l'échelle de l'humanité, n'est rien, évidemment. Vous voyez. Et donc, jusqu'à présent, la robotisation a créé davantage d'emplois qu'elle n'en a détruit. Ça ne prouve pas que ça va durer toujours. Déjà, Aristote écrivait, donc au IVe siècle avant Jésus-Christ quand même, hein, le jour où les navettes fonctionneront toutes seules, hein, les navettes, c'est ce qui passe dans la trame, dans les métiers à tisser, le jour où les navettes fonctionneront toutes seules, on n'aura plus besoin d'esclaves. C'est-à-dire que ce fantasme de machine qui ferait le boulot toute seule est très ancien. Sauf que, maintenant, on approche du moment où c'est de moins en moins un fantasme. Mais l'idée d'une société tellement robotisée qu'à la limite, on pourrait soit travailler 2 heures par semaine tous, ou bien faire travailler 40 heures par semaine une personne sur 100, n'est plus tout à fait inenvisageable. Et ça vaut la peine d'y réfléchir. C'est de la science ou c'est de la politique fiction, je suis d'accord, mais vous avez raison jusqu'à présent. Je pense que vous aurez raison dans les années qui viennent. Ça ne veut pas dire que dans 100 ou dans 150 ans, ça sera toujours vrai, et donc il faut aussi intellectuellement s'y préparer. Sur les 35 heures, je voudrais revenir sur la question. Moins on travaille, mieux c'est. Et donc, en bonne conclusion, on devrait en conclure, en bonne logique, on devrait conclure que je suis pour les 35 heures. En fait, j'étais réticent. Parce que les 35 heures étaient présentées comme une mesure pour réduire le chômage. Sauf que si vous réduisez le temps de travail à salaire constant, vous augmentez le coût du travail, par définition. Et donc, dans une économie mondialisée, vous handicapez votre économie et vous risquez de détruire des emplois. Sauf, c'était l'argument de la gauche, oui, mais on va compenser la réduction, l'augmentation du coût par des gains de compétitivité. Oui, mais si vous compensez par des gains de compétitivité, vous ne créez aucun emploi. Par définition, vous avez compensé. Et si vous ne compensez pas, vous détruisez des emplois. Et donc, à mon connaissance, je ne suis pas économiste, mais c'est ce que j'ai cru comprendre, réduire la durée du temps de travail à salaire constant ne pouvait pas faire reculer le chômage et risquait en vérité de détruire des emplois, et je crois que la suite l'a un peu confirmé. En revanche, si on avait baissé la durée du temps de travail en baissant dans les mêmes proportions le salaire, alors là, effectivement, ça aurait pu faire reculer le chômage. Ça veut dire que, oui, c'est pas une question morale. Et je trouve invraisemblable que le MEDEF soit battu contre les lois au prix au nom de la valeur travail comme valeur morale. C'est absurde. On ne va quand même pas regretter le temps où on travaillait 72 heures par semaine. Si on pouvait travailler moins sans détruire des emplois, ça serait bien. C'est la tendance à l'échelle mondiale, mais pour des raisons de compétitivité dans une économie mondialisée, le faire à l'échelle d'un seul pays, c'est casse-cou. Je vois Pierre Sabatier. Je termine très rapidement. Autre point où je suis d'accord avec vous, sur la limite vie personnelle, vie professionnelle. Là aussi, il a raison. Cette limite tend à se brouiller, notamment à cause des nouvelles technologies, spécialement pour les cadres et pour les dirigeants. Je me souviens que quand j'ai terminé chez PSA, le numéro 2 de PSA à l'époque, dont là le nom m'échappe, mais peu importe, me disait il y a une entreprise à 2 vitesses. C'est vrai qu'avec les 35 heures, les salariés de base travaillent moins qu'avant. Et pour PSA, comme souvent pour les grosses boîtes, ça n'a pas été un problème parce qu'ils ont tellement gagné en flexibilité que ça a largement compensé ce que ça leur coûtait. C'est souvent les PME qui ont du mal avec les 35 heures plus que les très grosses boîtes. Sauf que, me disait ce numéro 2 de PSA, en revanche, pour les cadres dirigeants, ou même pas pour les cadres en général, ils bossent comme ils n'ont jamais bossé. Et ils m'expliquent qu'entre Internet, l'ordinateur portable, le téléphone portable, les cadres travaillent, y compris le samedi et le dimanche, au point qu'ils se demandaient comment ils pourraient tenir après 50 ans. Et pour la petite histoire, je demande à ce monsieur, mais alors vous, par exemple, est-ce que vous travaillez le samedi et le dimanche?
Et il me répond, écoutez là, il faut être sérieux. Le dimanche, c'est le seul jour où on peut travailler sérieusement. Oui. C'est-à-dire que lui-même, il était pris dans le truc. Et donc là, le burn-out menace, effectivement, vous avez évidemment raison. Enfin, dernier point sur le différent de timing entre les marchés financiers, qui résonnent au pire en heure, au mieux à l'année, mais année au singulier, et la logique industrielle, qui résonne plutôt au moins en année, si possible en décennies, avec ce que ça suppose d'investissement sur la longue durée. Je crois qu'en effet, c'est l'un des problèmes majeurs de notre époque. Et on n'en sortira pas en diabolisant la finance. Hein. Mon ennemi, c'est la finance. C'était une bêtise crasse. J'ai voté pour Hollande dès le premier tour, il y a 5 ans. Et je ne regrette pas de l'avoir fait, mais j'ai voté malgré ce mot d'ordre. Mon ennemi, c'est la finance, qui est le mot d'ordre le plus bête qui soit. Si vous supprimez la finance, il n'y a plus d'industrie et la France retourne au tiers-monde. C'est idiot. Il n'y a pas à diaboliser la finance, mais il y a à comprendre qu'on ne peut pas soumettre indéfiniment la logique industrielle à la logique de la finance. Et donc ça pose un problème de régulation autrement compliqué que tel ou tel mot d'ordre électoral. Merci. Du coup, on cède la parole ou juste sur le dernier point, c'est évident. Il se trouve que mes clients, moi, c'est la finance. J'ai été associé à une société de gestion de portefeuille, donc j'ai été un financier. Et mes clients sont des financiers. Vous avez tout à fait raison. En fait, la France a un vrai problème, c'est qu'elle est caricaturale dans son débat. C'est qu'en France, lorsqu'on évoque un problème, souvent on est pour ou contre. C'est oui ou non, sauf que la vie n'est faite ni de blanc ni de noir, mais n'est que nuance de gris. Et la question, c'est pas la finance, c'est mon ennemi, mais je suis du monde de la finance. Mais il est évident qu'il faut l'encadrer. Et donc la question en fait de l'État, c'est quel encadrement de la finance pour lui laisser la place nécessaire qu'elle doit être, à savoir créer les conditions de financement de l'activité, donc de l'industrie. Et c'est là où on pose la question tout de même de l'offre politique en face, hein, parce que concrètement, ce qui est surprenant, c'est que pendant 20 à 30 ans, à quel point l'offre politique a pu être naïve quant à sa capacité à traiter à juste titre les arguments qu'ils avaient devant eux. Concrètement, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut encadrer la finance. Je le sais, parce que je connais les acteurs en fait de ce monde-là, et donc ne pas les croire sur parole lorsqu'ils disent si vous faites ça, nous mourrons. Voilà. Donc il faut juste être éclairé sur la place de chacun et la définir une bonne fois pour toutes, et non la main libre ou le marché libre, ça ne fonctionne pas. La bonne dose, c'est l'encadrement, en ayant bien défini à l'avance, je dirais, la place que chacun des secteurs d'activité doit jouer. Sur la notion de 35 heures, là aussi c'est caricatural en France, c'est clair. La France a une vision administrative de l'économie. J'ai envie de vous dire, faites de la politique. Aujourd'hui, en fait, ce métier est fait par des gens qui ne connaissent pas véritablement les besoins d'une entreprise pour servir une demande qui a été observée. Et donc les 35 heures, effectivement, ça peut être adapté à des grands groupes qui, vu qu'ils font beaucoup de profits, sont en capacité en fait d'absorber ce coût-là. Mais pour une petite boîte comme la mienne, c'est ingérable ou injouable. Donc cette vision qu'ont les gens qui créent les conditions d'expression du potentiel des entreprises françaises est trop éloignée de ce qu'elles sont. Donc ça pose un vrai problème aujourd'hui, parce que nous avons besoin, autant nous avons vécu sur un modèle créé globalement il y a 40 ans et que nous avons adapté, aujourd'hui les mutations sont telles, nous sommes tellement en train de changer que nous devons globalement réinventer un nouveau modèle. Au moment où nous devons réinventer un nouveau modèle, il faut que les gens qui dessinent les conditions d'exercice, nos conditions d'exercice soient totalement avertis dans les besoins que nous avons pour pouvoir remplir nos missions. Je pense que c'est un point fondamental. C'est plus un point de méthode qu'un point de ce qu'il faut faire. Effectivement, le temps de travail, ça ne s'administre pas. On crée des plafonds pour éviter qu'il y ait des gens qui abusent, mais la réalité, c'est que si vous faites ça, vous ne créez pas les conditions optimales pour le fonctionnement de votre économie. Dernier point, tout à l'heure, j'évoquais là aussi la vision administrative de la France. Aujourd'hui, clairement, il y a un marché sur le service à la personne. Donc la question de fond, c'est s'il y a un marché, des entreprises vont s'y mettre, c'est sûr. Il faut simplement qu'elles aient les moyens de pouvoir fournir un service au coût suffisamment faible pour que le prix de vente soit acceptable pour le client final. Et c'est comme ça qu'on raisonne en termes de coût du capital ou en termes de fiscalité sur le travail. Aujourd'hui, après j'arrête, mais là aussi, il n'y a pas une bonne fiscalité pour l'entreprise. S'il y a des entreprises et des secteurs d'activité, il doit y avoir des fiscalités adaptées. Parce qu'une seule fiscalité, la même pour tout le monde, ne peut pas être adaptée aux besoins de chacun. Voilà. En France, on compte 15 secteurs d'activité.
5 d'entre eux sont soumis à la concurrence internationale. Ceux-ci, ils sont soumis à la concurrence internationale. Donc si vous mettez une fiscalité punitive, eh bien, vous savez que ces 5 secteurs mourront. Oui, ils délocaliseront, etc. Parce que vous avez créé les conditions, vous avez nié le fait qu'ils soient soumis à la concurrence internationale. Donc là, économie mondialisée, on crée les conditions de ne pas leur mettre des boulets aux pieds. Sinon, vous savez, une entreprise, c'est ni moral ni immoral, c'est amoral, c'est la moralité de son propriétaire. Et donc, si vous créez les non-conditions de sa survie sur le territoire, il s'en ira, de fait. Donc ça, c'est un premier point, donc une fiscalité adaptée. Mais les 10 autres secteurs d'activité, eux, ils peuvent supporter des fiscalités différentes. C'est pareil sur le coût du travail, c'est peut-être aussi pareil sur le salaire minimum. Salaire minimum, alors pas forcément ce que touchent les gens, mais en tout cas, salaire minimum, fiscalité comprise. Lorsqu'on sait qu'il y a un énorme gisement de besoins à adresser, notamment chez les seniors inactifs, mais qui disposent de peu de pouvoir d'achat, peut-être que sur certains secteurs d'activité, on peut avoir une fiscalité qui va être adaptée et permettre à des business de se créer. Parce que je rappelle tout de même, notre taux de chômage, il est élevé. Déjà, c'est très franco-français, sauf en Espagne et en Italie. Mais dans le monde, c'est les 3 pays dans lesquels il y a un problème de chômage. Nulle part ailleurs, sinon. J'ai perdu le fil, ça m'arrive, voilà, une digression, fiscalité sur le coût du travail et chez les seniors, bien c'est pas grave, j'avais dit l'essentiel probablement, voilà, pour créer, alors non, voilà, simplement pour vous dire que notre taux de chômage en fait est élevé, mais essentiellement chez les jeunes non qualifiés. Et il faut raisonner, c'est tout simple, qui fait le service à la personne? Des jeunes non qualifiés. C'est-à-dire que c'est des emplois, quand on dit aujourd'hui la robotisation nous prive en fait d'emplois non qualifiés pour les mettre au travail. Non, on a des besoins en service qui peuvent justement être adressés par ces gens-là. Il faut simplement que la société s'organise pour que des entreprises puissent mettre en place les conditions pour adresser ces besoins. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas la solution, ça n'existe pas. Il n'y a peut-être même pas l'homme providentiel, tel qu'on voudrait comme on voudrait nous le faire croire. Il y a en réalité des problèmes, et problème par problème, on crée les conditions pour y répondre. Il ne faut pas voir les choses de manière binaire, oui ou non. Et je pense que la question de temps de travail, telle qu'elle a été abordée par les Français, est une mauvaise question. On l'a abordée de manière dogmatique et idéologique, alors qu'en réalité, c'est un moyen, le temps de travail, et je pense qu'il faut le faire de manière très pragmatique. Voilà. Et enfin, pour dire que le travail, il y en aura toujours à partir du moment où les gens ont besoin de revenus. Voilà. Et si les gens ont besoin de revenus, on trouvera du travail. Alors ça sera peut-être que 2 heures, ou que 5 heures, ou que 10 heures, mais concrètement, à mon sens, il devrait continuer d'exister. Voilà. Pardon, j'ai été trop long. Merci beaucoup. Alors, peut-être qu'on peut ouvrir aux questions maintenant de la salle, où on a peut-être des questions par Twitter. Donc, je crois qu'il y a un micro. On a 2 micros. Voilà. Je me déplace. Merci, Pascal. Bonjour. J'ai une question économique. Tout à l'heure, vous avez parlé de croissance avec l'image du gâteau. Si on met de côté 2 points très importants qui sont en effet le fait qu'avoir de la croissance, ça permet de faire reculer la pauvreté et les croyances des gens, moi je vois le gâteau autrement. C'est-à-dire que quand le gâteau devient très gros, on mange beaucoup, on grossit, on a du cholestérol, on a mal aux genoux, etc. Si à un moment donné, on décide de faire attention à son hygiène de vie, on mange moins, on maigrit, on est moins fatigué, on peut faire du sport. Est-ce que, économiquement, si on laisse de côté les croyances des gens, cette vision est valable? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait ne pas avoir de croissance si, en gros, il n'y avait pas trop de pauvreté ou qu'on ne voulait pas améliorer la pauvreté? Alors, la réponse... je ne répondrai pas à la question. Alors ça, c'est courant. On fait tout le temps ça, d'ailleurs. Non, je ne répondrai pas à la question parce que dans la présentation des choses, et ça, c'est pour le coup, on va retaper dessus, c'est un petit peu la faute des médias pour le coup, on vous fait croire que la croissance, ça se décrète. C'est-à-dire que, en réalité, la croissance, c'est une conséquence de ce que nous sommes. La croissance du gâteau à se partager, c'est une évolution de ce que nous sommes en nombre, en fonction de nos âges, etc. Et donc, en gros, derrière votre question, c'est est-ce qu'on peut survivre sans croissance? Mais c'est bien le sujet. Là, je reviendrai un jour si vous le voulez, mais les raisons qui font qu'on passe de l'expansion naturelle en termes de croissance à la stabilisation, c'est-à-dire que la croissance disparaît, elles sont là pour les 20 prochaines années. Donc voilà, je peux prendre les paris, les taux de croissance seront peut-être un peu positifs, mais peu importe. On passe de 4 à 1.
à peu près partout dans les pays riches, pour des raisons d'ordre structurel, parce que nous changeons, et à travers notre propre changement, notre potentiel de croissance change. Donc, je dirais, votre question a presque pas de sens selon moi, parce que le fait qu'il y ait peu de croissance est acquis. C'est-à-dire que notre potentiel de croissance est quasi nul aujourd'hui. Voilà, je le dis, et pour les 10 prochaines années. Et les gens qui vous disent, ou dans les politiques qui vous disent, le 1,5 de croissance, c'est le chemin vers les 3% de croissance, je suis prêt à prendre les paris aujourd'hui sur le fait qu'on n'y arrivera pas, parce que notre potentiel ne nous le permet pas. Donc, la réponse est bien entendu qu'on peut survivre sans croissance. On a intérêt de survivre sans croissance parce qu'il n'y en aura pas. Ça ne se décrète pas, la croissance. Derrière, par contre, c'est plutôt une question de mutation. Quand on dit nous changeons, donc nous vivons une propre mutation, d'un point de vue sociétal tout de même, là aussi nos sociétés vieillissent, en proportion, ça change aussi un petit peu ses attributs. Mais le problème, il vient d'où? Il vient du fait que sans croissance, c'est déjà le cas. Il y a déjà plus de croissance, à peu près partout dans le monde. L'année dernière, aux États-Unis, ils ont fait 1,5% de croissance, et pourtant c'est le pays dans lequel il y en a le plus. Je ne parle pas des pays émergents. Donc il n'y en a déjà pas. La question de fond, c'est comment fait-on pour soutenir des modèles de société créés il y a 40 ans dans un environnement qui, structurellement, faisait qu'on en avait beaucoup de croissance. C'est ça le sujet. Le sujet... Non, mais, donc, si vous me laissez terminer, là, j'allais dire justement, c'est ça le problème. Le problème, c'est que ce changement étant structurel, ce changement, c'est un changement d'environnement. L'environnement passe de la forte croissance à la faible croissance, voire la stabilisation, fait que nous devons adapter nos modèles à ce nouveau régime. Car nos modèles d'antan ne sont pas soutenables d'un point de vue économique en l'état. Donc est-ce qu'on peut vivre sans et vivra-t-on plus malheureux demain qu'aujourd'hui? La réponse est bien évidemment non, ça n'a rien à voir. Simplement, nous sommes au milieu du gué. Et donc, en gros, notre environnement change et nous avons la mission d'adapter notre société, qui pourrait faire, en terminologie, notre entreprise concrètement, France, voilà, et les pays riches, l'ensemble des pays riches, c'est la même chose, à ce changement d'environnement. Voilà. Donc nous devons effectivement aller vers une transformation profonde de nos modèles de société au regard de ce que nous pouvons générer comme croissance. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais il ne faut pas du tout être inquiet par rapport à ça. C'est simplement que nous sommes entre deux eaux. Voilà. Et c'est désagréable entre deux eaux parce que nous n'avons pas encore réussi à construire un modèle de société adapté à cela. Merci. Oui, Monsieur Comte-Ponceville, vous disiez tout à l'heure que, d'après ce que j'ai compris, que la vision n'était pas un élément majeur, d'après ce que j'ai compris, pour embarquer des énergies et pour motiver des personnes. Vous disiez tout à l'heure, en prenant l'exemple d'AXA, qu'il voulait, enfin ce fameux dirigeant, multiplier par 2 le chiffre d'affaires, multiplier par 3 le résultat net, et ceci en 5 ans. Pensez-vous que c'est une vraie vision? Premièrement. Deuxièmement, l'histoire, et puis notamment l'histoire de l'entreprise, ont montré que les vrais leaders étaient ceux qui savaient amener une vision, notamment dans l'entreprise, avec une vision souvent humaniste. Est-ce que vous pourriez développer ce sujet numéro 1 qui consiste à dire que la vision n'est pas un facteur de motivation? Oui, mais j'ai dit l'essentiel. D'abord, la vision, elle n'est pas humaniste. Le patron qui vous dirait, écoutez, moi, mon objectif, c'est l'amour, la justice, la générosité, c'est plus un patron, c'est un gourou. On n'a pas besoin de chef d'entreprise pour développer notre capacité, d'ailleurs limitée, d'amour, de justice ou de générosité. Et donc, il faut aussi que les chefs d'entreprise se tiennent dans leur rôle. Encore une fois, la dimension financière, c'était une partie du discours. Mais il y a 15 ans, j'ai oublié le reste, mais il y avait d'autres choses. Ma vision, c'est que nous devenions le leader mondial dans 10 ans. C'est exaltant pour le patron. Pour le salarié de base, il s'en fout un peu, qu'il bosse chez le leader mondial ou chez le numéro 2 ou 3, ça ne change pas grand-chose à sa vie. Ma vision, c'est que nous améliorions les relations humaines au sein de l'entreprise. Oh là, c'est exaltant. Et toi, papa, c'est quoi le sens de ta vie? Le sens de ma vie, mon fils, c'est d'améliorer les relations humaines au sein de l'entreprise. Le gamin se dirait en gros, mais mon père dit n'importe quoi. C'est ce que j'appelle le managérialement correct, comme on parle du politiquement correct. Vous voyez. Et donc, non, je maintiens qu'en gros, la vision de l'entreprise, c'est une motivation pour le patron, pour le top management, éventuellement pour les actionnaires, très peu pour les salariés de base, et qu'il faut donc réfléchir à la motivation. Et la motivation des salariés tient moins à la vision qu'il a pour l'entreprise ou qu'on lui donne pour l'entreprise qu'à ses conditions de travail, qu'à l'ambiance de travail,
qu'à ses revenus éventuellement, par ses capacités de progression, d'épanouissement, de créativité. Voilà des outils de management qui me paraissent bien plus toniques que la vision. Oui. Je peux compléter. Quand vous prenez l'histoire de Walt Disney, par exemple, Walt Disney qui voulait créer du bonheur pour ses concitoyens. Au début, c'était pas pour développer l'énormité, enfin l'énorme entreprise multinationale que c'est. Quand vous prenez Galvin, qui était le patron de Motorola, il disait, moi, ce que je veux, c'est fabriquer les meilleurs produits au juste coût, pour faciliter la communication et la vie des concitoyens. Il y a une dimension humaniste derrière ça. Oui, mais je ne dis pas que ça n'existe pas, mais est-ce que c'est l'essentiel? Est-ce que là encore le cadre va dire mon but c'est de faire les meilleurs téléphones portables au meilleur rapport qualité-prix? C'est ça qui donne du sens à ma vie. Je crois que ça ne suffira pas. Alors c'est vrai dans certains métiers. Vous travaillez dans la santé, mon but dans la vie, ce qui donne sens à ma vie, c'est de vaincre le cancer. Très bien. Eh bien, n'y comptez pas trop. Moi, j'ai fait une intervention il y a quelques années pour un laboratoire pharmaceutique, capitaux américains, mais là, je parlais, avant ma conférence, je déjeune avec le patron du groupe France, qui est lui-même français. Il m'a raconté la chose. Donc, c'est un laboratoire pharmaceutique. C'est pas l'un des plus grands, c'est une très grosse PME, mais qui travaille presque exclusivement pour les hôpitaux, et essentiellement contre le cancer et le sida. Il me dit, en prévoyant votre conférence, ça fait des semaines que je demande à tous mes cadres, qu'est-ce que tu ferais si tu avais gagné 60 millions d'euros au loto européen? Vous m'avez déjà écouté sur le thème que j'ai fait tout à l'heure. Donc il demande à tous ces cadres, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais 60 millions d'euros au loto européen? Il me dit, tous mes cadres me répondent, j'arrêterai de travailler. Non mais ça, me dit-il, je peux le comprendre. Mais alors je demande à mes cadres, mais qu'est-ce que tu ferais une fois que tu aurais arrêté de travailler? Il me dit, tous mes cadres me répondent, je ferais quelque chose qui aurait du sens. Il me dit, ça me tue. Ces types-là créent des médicaments contre le cancer, contre le sida, et ça ne fait pas un sens. Alors il leur demande, mais tu ferais quoi? Non, je ferais de l'humanitaire, j'écrirais un bouquin, je ferais une retraite spirituelle, toutes choses parfaitement estimables, vous voyez. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans la santé, même quand on se bat contre le cancer et le sida, ça ne suffit pas sur la durée à motiver les cadres. Alors, a fortiori, quand on fabrique des fourchettes d'embrayage pour boîtes de vitesse, pour penser à un exemple dont je connais le patron, comment voulez-vous que ça motive sur la durée les salariés? Mon but, c'est de fabriquer les meilleures boîtes d'embrayage pour les boîtes de vitesse. Sur la durée, ça ne suffira pas à la motivation. Alors, il reste que mieux vaut vendre des médicaments ou fabriquer des médicaments que fabriquer des cigarettes. On est d'accord là-dessus. L'utilité sociale de l'entreprise, ça peut être aussi, malgré tout, une motivation. Ne comptez pas là-dessus sur la durée pour motiver vos équipes. Parlez-en aux infirmières et aux cadres infirmiers. La même jeune fille, jeune homme de 25 ans qui a choisi d'être infirmière par vocation, à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, l'amour de la santé et des patients ne suffira pas à sa motivation. C'est pour ça qu'on a besoin de management aussi dans les hôpitaux. Merci, M. Gontroni. Alors, moi, j'ai quand même quelques points de complément. Ça dépend de ce qu'on appelle vision. Si on parle vision d'entreprise, là je le dis à titre quasi personnel, enfin je suis un observateur, il se trouve qu'il y a une boîte, ça dépend de ce qu'on appelle vision. Quand j'évoque la vision, à mon sens, la vision c'est une vision du monde déjà. C'est-à-dire qu'une vision du monde qui va donc en projection, et cette vision du monde, elle va forcer l'entreprise à définir sa mission. Quelle est sa mission dans le monde qui vient, dans sa propre vision du monde. Donc déjà, c'est pas tellement la vision d'entreprise, parce que là on est dans le comment. Faire du chiffre d'affaires, faire des profits, tout ça c'est le comment. Donc ça ne participe pas en réalité à mon sens de la vision. La vision c'est celle de celui qui impulse, c'est la vision du monde qui va lui permettre de dire, voilà moi, comment je souhaite qu'on s'insère, entre guillemets, dans cette vision du monde que j'ai. Et donc qui va permettre de définir sa mission et son ambition. Et même la clé, là, en termes de management, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits là-dessus, c'est qu'une fois qu'on l'a fait, je pense que ça, c'est l'ADN de la boîte, véritablement. Peu importe ce qu'on y fait, c'est le comment on va le faire. Et c'est crucial dans les modes de recrutement de demain. Pour le coup, une fois que vous avez bien défini ça, c'est un moteur, c'est bien sûr pas suffisant en fait pour les motiver. C'est un élément de la motivation. Mais ce sens, cette direction, je pense qu'elle est fondamentale. Et elle est tellement fondamentale que même si c'est qu'une petite partie de la motivation, c'est une condition nécessaire. Parce que tout simple. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur de la recherche sur le sujet, qui diraient que peut-être même dans notre processus de recrutement, on doit aller plus loin.
que l'entreprise se mouille dans la vision du monde qu'elle a, sur la mission et la place qu'elle veut donner à son entreprise dans ce monde, et qu'elle le définisse clairement. Et à chaque recrutement, qu'elle l'expose à son collaborateur. Mais forcément, le collaborateur qui veut le job, il va dire « j'ai compris, je sais, bien sûr, c'est chouette, j'accepte ». Eh bien, c'est pas suffisant, parce que forcément, là, on est dans une dimension où il cherche le job, donc il va dire forcément « j'y adhère ». Sauf que le bien fondé de l'entreprise, l'intérêt de l'entreprise, doit aller plus loin. Je pense qu'il faut tester si le collaborateur qu'on a recruté, véritablement, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, véritablement adhère à cette vision et la manière dont on veut remplir sa mission. Et il faut aller loin là-dedans. Quand on parlait tout à l'heure d'investissement dans le capital humain, eh bien peut-être qu'au bout de 3 mois, il faut avoir le courage de dire et de prendre un risque, à savoir, je vais te payer un gros chèque pour que tu partes. Tu n'es pas obligé de partir, tu peux rester. Mais globalement, pourquoi? Parce que du coup, ça vous permet de déceler les gens qui sont là véritablement plus d'un point de vue opportuniste que des gens qui adhèrent vraiment à la vision, à la mission et qui finalement s'engagent dans la réalisation de cette mission. Donc il y a des sujets, donc bien sûr c'est pas suffisant, il ne faut pas rêver. Mais moi je vous le dis à titre personnel, dans ma boîte on l'a fait. Cette vision du monde qu'on a, forcément c'est un peu notre métier. Mais surtout la mission et la mission qu'on se donne et la manière dont on veut l'atteindre. Je sais que c'est pas suffisant. Mais je vais être très franc, mais ils le savent aussi, hein, ça me permet de recruter des gens qui adhèrent à cela, et ça c'est crucial. Alors par contre il y a un gros investissement dans le processus de recrutement, mais derrière cela, il faut savoir que des gens qui ont des très grosses capacités, donc qui coûtent très cher sur le marché, acceptent d'être payés 20 à 30% moins cher que ceux qu'ils pourraient toucher ailleurs parce qu'ils adhèrent à ça. C'est-à-dire que les jeunes, et là je parle de 25-35 ans, hein, ces jeunes-là, ils en ont besoin de ce sens. Alors après, effectivement, il est clair que dans ma vision, en tout cas quand je parle de vision, je ne parle pas de doubler le chiffre d'affaires et tripler les profits. Voilà, donc c'est un peu plus complexe que ça. Je crois que ce n'est pas binaire. C'est quelle vision, et ensuite comment vous faites pour vous assurer que l'adhésion soit réelle. Et ça demande un engagement, voire même un engagement financier pour l'entreprise, je crois. Merci. On va prendre une autre question dans la salle. Merci, Monsieur Sabatier. Ça répond à une partie de la question que j'allais poser. La question du sens, elle est évidemment fondamentale. Nous, en tant que coach professionnel, on est orienté futur. On est également orienté action. Alors concrètement, pour amener du sens au concret, vous avez amené l'idée du recrutement. Y a-t-il d'autres mesures concrètes, actions, qui sont disponibles du monde économique, du monde de l'entreprise, pour partager du sens, pour que, entre autres époques, on pouvait simplement casser une pierre, la casser pour nourrir sa famille ou pour construire une cathédrale. Qu'est-ce qu'on a comme levier maintenant? C'est pour moi, ça? Je crois que le philosophe a aussi une place dans cette réponse. Alors là, pour le coup, vous savez, là aussi, je suis un peu connu sur la place pour systématiquement dire je ne crois pas au modèle. Je ne crois pas au modèle. C'est-à-dire que peut-être qu'un modèle va fonctionner à un endroit, un modèle d'entreprise va fonctionner à un endroit, mais les modèles, malheureusement, c'est trop facile. Je crois que pour une entreprise, c'est d'abord une aventure collective, et donc ça dépend quelle est sa matière première. Et que dans ma bouche, la matière première, c'est beau, hein, c'est pas négatif. La matière première, c'est les hommes et les femmes que vous avez à disposition. Et le rôle de l'entreprise et du manager, c'est comment on fait pour créer les conditions d'expression de ce potentiel-là. Sauf que, manque de bol, les qualités et les défauts des gens que vous avez à disposition ne sont pas les mêmes. Et donc ça veut dire que le modèle va être pour certains plus de dialogue, pour certains plus d'échanges, pour certains plus de subsidiarité. Quand même, je rappelle qu'il y a un sujet fondamental en France, on adore ce mot, la confiance, sauf qu'on est très mauvais pour l'implémenter, la vraie confiance. Je crois que l'entrepreneur de demain, il doit prendre le risque, pas qu'un risque entrepreneurial à mettre du pognon. Il faut aussi qu'il prenne le risque de faire confiance, parce qu'il faut qu'il comprenne qu'une fois qu'on est d'accord sur la place qu'on voudrait avoir dans ce monde, la manière dont on voudrait y contribuer, rien n'est fait. On a fixé le sens, mais après, derrière, dans le comment, c'est créer les conditions en fait, pour y arriver. Et donc, il faut prendre le risque de faire confiance réellement. Une fois que la vision est acceptée, il faut accepter que ses collaborateurs, et quelles que soient les échelles, aient le degré de liberté suffisant pour eux-mêmes
construire le chemin. Alors bien sûr, on ne parle pas de celui qui fait l'embrayage pour les voitures. Alors la bonne nouvelle, c'est quand même que la robotisation et l'automatisation fait qu'il y a de moins en moins de monde qui le font, même s'ils restent là. Mais pour des métiers il faut accepter de prendre le risque de faire confiance. Alors il est évident qu'en fonction des équipes, il faudra le faire plus, et des secteurs d'activité, il faudra le faire plus qu'ailleurs. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut véritablement implémenter le principe de subsidiarité. Mais ça, c'est douloureux. En France, où globalement on existe et on fonctionne beaucoup en logique de territoire, faire confiance, c'est prendre le risque, entre guillemets, d'avoir un concurrent. Il va falloir travailler, mais ça, c'est à vous de le faire. Hein. C'est-à-dire que c'est prendre le risque de faire confiance. Et donc, parce que sans ça, vous n'y arriverez pas. Ce sens que vous avez donné, cette direction, vous créerez des déceptions, parce que si vous ne savez pas faire ça, voilà. Donc il n'y a pas de modèle. Et la première phase, c'est l'introspection. Quel matériel vous avez à disposition? Voilà. Et à partir de là, mettre un peu plus d'écoute, un peu plus de rémunération différente, un peu plus de partage, un peu plus de confiance. Mais c'est vraiment opérationnel, ça. C'est au manager de le définir. Il n'y a pas le modèle qui existe. C'est vrai en économie. Hein. Et tout à l'heure, je parlais de l'Allemagne. Le modèle allemand n'est pas adapté à la France. On peut s'inspirer du diagnostic qu'ils ont pesé. D'ailleurs, un diagnostic courageux au début des années 2000. Mais les solutions qu'ils ont mises en place sont probablement inadaptées à la France. Parce que la France a des qualités et des défauts différents de l'Allemagne. Voilà. Et donc, c'est vrai aussi pour les entreprises. Donc, il n'y a pas de modèle miracle, mais il y a plein de leviers sur lesquels on peut jouer. Merci, M. Sabatier. M. Sponville? Oui, l'exemple de la cathédrale est un exemple traditionnel qui court les écoles de management. Donc, je la reproduis pour ceux qui ne l'auraient jamais entendu, en m'excusant de répéter pour les autres. Donc ça se passe au Moyen-Âge, histoire fictive, bien sûr. Un voyageur tombe sur un chantier de construction. Et il voit un type, un tailleur de pierre, en train de taper sur son burin avec sa massette. Il lui demande « Qu'est-ce que tu fais ?» L'autre lui répond « Tu vois bien, je tape sur mon burin avec ma massette. » On dit contenu de sens égale à 0. Notre voyageur fait encore quelques pas, tombe sur un autre tailleur de pierre qui fait exactement le même geste. Hein. Il tape sur son burin avec sa massette. Il lui demande « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» L'autre lui répond « Tu vois bien, je suis en train de tailler une pierre. » Il y a déjà un peu plus de sens. Notre voyageur continue, fait encore quelques pas, tombe sur un troisième tailleur de pierre qui fait exactement le même geste. Il tape sur son burin avec sa massette. Il lui demande « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» L'autre lui répond « Tu vois bien, je construis une cathédrale. » Évidemment, chacun comprend bien que la motivation est plus forte pour le troisième, parce qu'il y a son travail a du sens que pour le premier, pour lequel son travail n'a aucun sens. Là-dessus, on est tous d'accord. Sauf que ne confondons pas la finalité de l'entreprise, qui est presque par définition est externe à l'entreprise, avec la vision, moi je parlais d'une vision stratégique, qui est la vision pour l'entreprise. Autrement dit, ne confondons pas qu'est-ce que l'entreprise produit en dehors d'elle-même, une cathédrale, n'est pas une entreprise. Et donc, quand l'entreprise produit une cathédrale, elle produit autre chose qu'elle-même. Avec la vision stratégique pour l'entreprise, je voudrais être le leader européen des constructions de cathédrales au XVe siècle. Si vous voulez, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, je ne conteste pas que la finalité, ce pourquoi on travaille, ça fasse partie des motivations. Encore une fois, on est plus motivé quand on fabrique des médicaments que lorsqu'on fabrique des cigarettes. Mais souvent, quand les patrons parlent d'une vision, ils parlent de leur stratégie. Or, ils ont raison. Il faut une vision stratégique. Et là, je dis, ne comptez pas sur les visions stratégiques pour tenir lieu de motivation. J'ajouterais quand même que la plupart des entreprises ne construisent pas de cathédrales. Il faut être sérieux quand même. L'exemple que je prenais, c'était un patron qui parlait dans un colloque de chef d'entreprise. Donc, il commence par présenter sa boîte. Et il dit, voilà, notre métier, c'est de fabriquer des fourchettes d'embrayage pour boîtes de vitesse. Il sent bien que ça n'intéresse personne. Alors il ajoute, oui, que voulez-vous? Il faut bien vivre. Mais c'est une vraie question. Là, c'est que la plupart des entreprises font un métier parce qu'il faut bien vivre. On ne construit pas une cathédrale. On construit des voitures. Alors bien sûr, on préfère faire des voitures plus écologiques que d'autres, plus fiables que d'autres. Ça fait partie de la motivation. Mais enfin, le but dans la vie de personne, ça n'est de construire des voitures. Personne n'a pour but dans la vie de développer des logiciels informatiques, vous voyez. Et donc, il faut quand même être lucide sur le travail qui n'est pas dans l'ensemble ce qu'on aurait choisi pour but dans la vie. Et spécialement pour nos jeunes gens qui ont le sentiment qu'au fond,
on disait déjà ça en 68, je ne veux pas perdre ma vie à la gagner. Mais pour beaucoup de salariés, le salariat, c'est ça. Ils travaillent parce qu'il faut payer son loyer, ils travaillent parce qu'il faut s'offrir des week-ends, partir en vacances, dans un boulot dont ils ont le sentiment, bien sûr qu'il est utile, sinon on ne les paierait pas, mais qui d'évidence n'est pas une construction de cathédrale. Le type qui bosse dans une grande surface, il ne construit pas une cathédrale. Celui qui bosse dans le bâtiment, il construit des HLM, des immeubles d'habitation, il ne construit pas une cathédrale. Et donc, arrêtons de dorer la pilule et aux managers et aux salariés. Ça n'est pas comme ça que nos concitoyens, nos contemporains vivent le plus souvent le rapport au travail. Jusque-là. Et la deuxième, jusque-là peut-être. Mais quand même, les gens... Enfin, les aspirations, justement. Enfin, moi, c'est ce que je constate. Les aspirations des jeunes changent. Alors, peut-être que j'ai la chance d'être dans un secteur d'activité, entre guillemets, stimulant, et qui fait que ça me permet de le faire. Mais quand même celui qui fait les fourchettes d'embrayage, justement, s'il fait constat de sa simple juste utilité, parce qu'il faut le faire, il faut bien gagner sa vie. Mais justement, l'entreprise, elle peut dire notre manière de remplir cette mission-là, et donc, la vision, elle vient dans la manière dont on va le faire. Peut-être de vous donner plus de temps qu'aux autres. Parce que je sais que malheureusement, je peux moins vous offrir de sens. Parce que de fait, ce n'est pas une cathédrale, c'est une fourchette d'embrayage. Mais par ailleurs, en contrepartie, donc, nous avons une manière de percevoir, de vous rémunérer de votre travail, pas uniquement via du salaire, mais aussi via plus de temps qui vont vous pouvoir, en fait, peut-être de fabriquer des projets personnels. Mais non, parce que ça dépend de ce qu'on appelle vision, encore une fois. Si c'est, quand on dit vision stratégique au sens fermé du terme, ok. Mais si on dit vision, c'est-à-dire vision du monde, place qu'on veut y prendre, mission qu'on se donne, et la manière, parce qu'on ne peut pas, en fait, déconnecter, en tant qu'entrepreneur, en tout cas, ça me paraît moins évident pour le coup, on ne peut pas déconnecter cela de la manière dont on veut y aller. Si c'est une direction, il y a des chemins, et donc le chemin, il est intrinsèque. Alors je vais venir quand même sur le fait qu'il ne faut pas non plus rêver et être utopique, mais le chemin fait partie en réalité de cette vision. C'est un tout, et il est difficile en fait de le détricoter. Tout de même, nous sommes aussi, tout à l'heure je l'évoquais, il y a quand même un sujet qui est celui de la taille. Tout ce qu'on dit là est bien beau, mais en réalité, il y a une problématique de taille. Et là, si on se projette dans le futur, peut-être qu'aujourd'hui, la taille de nos entreprises rend plus difficile le fait de faire ça. Mais les jeunes veulent ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je constate. Ça veut dire que probablement demain, il faut faire de l'innovation dans la bonne taille des équipes qu'il faut créer pour répondre à une mission. Je crois que si on veut répondre à ça, il faudra aussi travailler sur le nombre. On ne peut pas être trop gros pour faire ça. Quand on dit entreprise agile, ok, sympa, concept marketing, mais au-delà de 10 000 personnes, il faut qu'on m'explique. Ou alors, il faut vraiment réfléchir l'organisation même de l'entreprise. C'est-à-dire aller dans le cœur. C'est-à-dire que pour faire ça, si c'est nécessaire, il faut des équipes de X à définir. 10, 20, 50 maximum, pour rester en fait avec une dimension locale qui permette de faire ça. Après, derrière, pour créer une dimension globale, il faudra probablement retravailler les liens. Mais enfin, voilà, c'est un sujet intéressant. Merci. Je pense qu'on a d'autres questions dans la salle. Justement, merci d'aborder ce sujet, parce que moi, j'aimerais faire le lien avec qu'est-ce que vous pensez justement des mouvements de pensée, enfin en tout cas de nouveaux principes qui arrivent sur la fin du système argent, avec des films type Demain ou En quête de sens, les économies parallèles qui sont en train de se monter, le côté collaboratif, les financements participatifs. Quelle est votre vision 2030 ou plus tard en tant que philosophe et économiste, s'il vous plaît? Ma vision en tant que philosophe, c'est de laisser la parole à l'économiste sur un sujet qui me paraît relever davantage de l'économie. Alors, j'ai pas vu le film Demain, j'ai sans doute eu tort, parce que tout le monde dit qu'il faut aller le voir. Mais j'ai pas eu l'occasion. Mais je me fie un petit peu du modèle utopique en général. Je parle pas là du film, enfin, que j'ai pas vu, mais l'idée qu'on va inventer une société complètement différente de ce qui a toujours existé avant. Du style, jusqu'à présent, les gens étaient égoïstes, travaillaient pour eux-mêmes, et maintenant, ils vont devenir altruistes. Alors là, le degré de vraisemblance est égal à 0. On ne va pas transformer l'être humain. Ça fait 100 000 ans qu'Homo sapiens c'est comme ça. Il n'y a pas de raison que ça change, vous voyez. Et donc, alors après, on peut trouver d'autres modes d'échange que l'argent. Là, je laisse parler l'économiste. Mais attention de ne pas inventer un modèle
qui ne correspond pas à ce que nous savons de l'humanité. Est-ce que nous sommes Parce qu'alors, soit c'est voué à l'échec, soit on va vouloir transformer l'humanité, ce qui est un rêve totalitaire, et on connaît les résultats. Et dangereux. Alors, là aussi, je crois qu'il ne faut pas être caricatural, dans le sens où les solutions ne sont pas ailleurs. En tout cas, je ne crois pas, personnellement, je ne crois pas au grand soir, si ce n'est au grand soir politique qui nous fait plonger en fait dans autre chose. Mais le développement de sociétés autres, elle vient du fait qu'on refuse d'adapter ce que nous sommes. Donc c'est une expression momentanée, je pense, de ce refus. Nous sommes en train de changer. L'environnement change. Donc clairement, s'il faut aller plus loin, et dans le terme économique, clairement, s'il y a 20 ans, un chef d'entreprise pouvait dire « je veux doubler le chiffre d'affaires et tripler les profits », si aujourd'hui il le dit, ça sera en mettant en place des politiques concrètement, vu qu'il n'y a plus de croissance, qui vont épuiser sa gouvernance et qui ne consistera qu'à racheter en fait les parts de marché de ses petits copains. Donc ça, c'est plus possible. Donc on voit bien qu'on est au bout d'un système. Pour l'instant, c'est la logique. Ce système, il bénéficie à certains qui luttent pour que rien ne change. C'est momentané, c'est logique. Donc la seule stratégie qu'on a, c'est, encore une fois, on peut avoir des discours, des beaux discours, mais c'est voilà, passer la paille de fer sans compte de résultat et racheter ses petits copains. Et ça fait pas, voilà, ça marche un temps et après ça s'arrête. Donc là, on est dans ce monde-là où on résiste à ce changement. Certains sont déjà plus invités dans ce modèle-là, parce qu'il n'y a plus de place pour tout le monde, et du coup, forcément, de fait, on ne se laisse pas mourir dans la vie, on réinvente un modèle à côté. Mais imaginez que le modèle à côté soit le modèle de référence, non, parce que le temps va venir où, globalement, ça va être l'un va finir par s'adapter, parce que sinon, il va péter, en gros. Oui, ben, il y aura... Alors, il faut... Non, je ne dis pas qu'il faut. Je ne dis pas qu'il faut. La rupture, c'est le choix qu'on fait de répondre à un décalage entre un modèle et un environnement, un modèle créé dans un environnement qui n'est plus adapté à un environnement qui a changé. Donc après, on peut soit faire du réformisme et être progressif, à savoir avoir conscience de ça, adapter le modèle pour prendre en considération en fait l'ensemble des problématiques et faire qu'il soit soutenable. Donc ça évite la rupture, où on peut se cacher derrière son petit doigt. La France aime bien faire ça, hein, probablement parce que quand même, nous avons une tendance à défendre les intérêts corporatistes qui est exacerbée, voire même qu'on a institutionnalisé quand même. Il faut avoir en tête qu'avec le paritarisme qu'on a mis en place dans certains conseils d'administration, pour l'avoir vécu à titre personnel, c'est l'institutionnalisation même de la défense de l'intérêt corporatiste au détriment de l'intérêt général, tout simplement parce que quand tout le monde a le même poids, et ben naturellement, plus personne réfléchit pour le bien commun, mais pour le bien de chacune des cohortes qu'on représente. Ça, on a été jusqu'à l'institutionnaliser quand même. Le problème des retraites, je fais un tout petit aparté, c'est pas qu'on ne saura pas régler le problème des retraites par répartition. C'est mon métier, je vous dis, c'est faux. On saura le faire. Ce sera peut-être un peu douloureux, mais on sait très bien le faire. Pourquoi on risque de ne pas y arriver? Parce que tout simplement, pour connaître la question, le conseil d'administration, c'est-à-dire celui qui devrait implémenter les changements, est un conseil paritaire. Mais d'expérience, ça ne marchera pas. Parce qu'on l'a institutionnalisé. Mais bon, tout ça pour vous dire que quand on dit deux modèles de société, c'est impossible. Ce serait une utopie de croire qu'on va définanciariser le monde. Non, c'est trop. D'ailleurs, c'est aussi extrême que l'autre côté. Donc simplement, on a ces deux extrêmes parce qu'aucun des deux n'accepte, entre guillemets, de faire un pas. L'insoutenable... Comment? C'est impossible. Mais c'est pas autre chose, c'est l'économie. Non, l'une se substituera peut-être à l'autre, mais elle n'est pas définanciarisée. Quand vous dites, alors on va même faire une petite... L'économie collaborative. C'est quoi l'économie collaborative? Mais je vais vous dire pourquoi. Pourquoi une économie collaborative? Parce que globalement, en gros aujourd'hui, les jeunes n'ont pas de boulot. Il y a 10 ans, je donne des cours en fait, dans des bac plus 5. Il y a 10 ans, je pose toujours la question pourquoi vous faites ça? Il y a 10 ans, personne ne me disait pour créer sa boîte. Aujourd'hui, la moitié des cohortes. Pourquoi la moitié? Vous croyez qu'il y a une pulsion entrepreneuriale qui fait que tout le monde veut créer sa boîte? Non, parce que le marché du travail ne leur fait pas de place. Et donc, à 25 ans, on ne se laisse pas crever. Et concrètement, donc, si vous ne me faites pas de place, je me créerai mon propre métier. C'est pareil pour l'économie collaborative. La conséquence de ça, c'est qu'ils ont moins de pognon. Est-ce que vous croyez que le sentiment, quand on dit on passe d'une société de propriété à une société d'usage, ma vision des choses fait que on préfère être propriétaire.
Et qu'aujourd'hui, si on passe à une société d'usage, c'est une conséquence, entre guillemets, de l'appauvrissement notamment relatif, en fait, des gens à qui on fait de moins en moins de place, notamment des jeunes qui ont moins d'argent, et du coup, de fait, ne peuvent pas avoir, et donc l'économie collaborative, c'est une manière de continuer à faire avec moins de moyens. Si vous leur donnez plus de moyens, elle fonctionnera moins bien. C'est-à-dire que c'est plus la question, c'est celui du besoin, non? Oui, mais justement, c'est ça. Comme le travail moins, il y aura moins de besoins. Oui. Est-ce que du coup, ça va pas je ne sais pas. On est dans l'imaginaire. Oui. Hein. Les jeunes, vous l'avez dit, c'est eux qui ont juste. Hein, le fait de moins travailler, ils ont raison. Justement, comme le finance, on a vu, la motivation n'est pas en lien avec le salaire, puisqu'ils acceptent, comme vous l'avez dit, s'il y a plus de sens, d'être moins payés. Est-ce qu'il y aura moins de besoins Est-ce que l'enjeu argent sera du coup moins prégnant et du coup ouvrir d'autres systèmes de vie qui amènera le bonheur. Voilà, c'est l'idée de disparition de l'argent ou en tout cas moindre pouvoir. Je n'ai aucune capacité d'intellectualiser le débat, mais quand on dit que les jeunes ont raison, c'est pas qu'ils ont raison, c'est qu'en fait, là encore, on n'a pas de prise. C'est-à-dire que lorsque leurs aspirations sont différentes, la société s'organisera simplement pour pouvoir, en gros, leur apporter ce qu'ils demandent. Parce que sinon, ils vous donneront rien. Et si vous donneront rien, un chef d'entreprise tout seul avec sa propre vision dans sa tête, il fera rien. Donc, c'est pour ça que c'est pas l'un ou l'autre. C'est probablement l'un va converger, en tout cas, va avoir une convergence des deux, en sachant qu'aujourd'hui, elle ne se passe pas, je le répète encore une fois, parce que c'est trop tôt, et parce qu'aujourd'hui, les parties prenantes en place qui bénéficient de l'ancien monde refusent de l'adaptation. Ils pourront continuer à le refuser. Très honnêtement, historiquement, ça générera une rupture de droite, de gauche, de ce que vous voulez, qui peut être politique ou économique, mais ça la générera. S'ils refusent de s'adapter, voilà, le retour vers la position d'équilibre, elle se fera, dans ces cas-là, plus brutalement. Un mot là-dessus. Nous ne sommes pas des êtres de besoin. Et donc la pyramide de Maslow, dont on nous rebat les oreilles depuis 50 ans, est fausse au moins en cela. Pour le reste, comme elle est triviale, c'est assez vrai, mais c'est faux. Quelle différence y a-t-il entre un besoin? Nous ne sommes pas des êtres de besoin, nous sommes des êtres de désir. Quelle différence y a-t-il entre le besoin et le désir? Il y en a au moins deux. Le besoin, il est objectif. Le désir, il est subjectif. Deuxièmement, le besoin, il est limité par nature, le plus souvent par la nature. Le désir, il est ouvert à l'infini. Vous avez besoin de boire en gros 1,5 litre de liquide par jour, de manger en gros 3000 calories par jour. Une fois que vous avez bu votre 1,5 litre et mangé vos 3000 calories, vous n'avez plus besoin de boire ni de manger. Moi non plus. Mais mon problème à moi et à vous, c'est que quand j'ai plus besoin, assez souvent, j'ai encore envie. Surtout quand c'est très très bon. Autrement dit, le propre du désir, par différence que le besoin, c'est qu'on n'en a jamais assez. Tandis le propre du désir, c'est qu'il n'est jamais durablement satisfait. Satis en latin, ça veut dire assez. Par exemple, quelqu'un vous dit « j'ai assez d'argent ». Ça ne prouve pas qu'il est très riche. Regardez nos milliardaires qui en veulent toujours plus. Ça prouve qu'ils n'aiment pas l'argent. C'est pour ça que c'est si rare d'ailleurs, les gens qui vous disent qu'ils en ont assez. Il n'est pas dans le désir, ses besoins satisfaits, il a assez d'argent. Celui qui vous dit « j'ai assez de pouvoir », ça ne prouve pas qu'il a beaucoup de pouvoir. Regardez nos hommes politiques, nos chefs d'entreprise qui en veulent toujours plus. Ça prouve qu'ils n'aiment pas le pouvoir. Il n'est pas dans le désir. Et le jour, messieurs, où votre épouse vous dirait « désolé, mais cette fois de toi, j'en ai assez », vous comprendrez très bien ce qu'elle veut dire. Ça veut dire qu'elle ne vous aime plus, elle n'est plus dans le désir. Autrement dit, le propre du désir, c'est qu'il est toujours insatisfait, on n'en a jamais assez, et donc le toujours plus est une structure anthropologique. C'est pas le méchant capitaliste qui a inventé ça. Lucrèce, au 1er siècle avant Jésus-Christ, décrit exactement ce processus-là. On n'en a jamais assez parce que c'est le propre du désir. Et donc ça veut dire que la course à la croissance qui aboutit à une catastrophe écologique, on est d'accord là-dessus, elle est inscrite dans notre structure anthropologique. Et donc on ne pourra contrebalancer la logique du toujours plus que par des mesures politiques. Pas du tout par une conversion spirituelle, on va tous devenir bouddhistes ou je ne sais quelle absurdité. Non, non, par des mesures politiques. Là, il y aura des choix à faire qui seront des choix difficiles. Je rappelle ce que nous disent les économistes, que le niveau de vie moyen en France, depuis 1970, c'est-à-dire en gros mon adolescence, a doublé. Voilà. Matériellement, on vit 2 fois mieux en France que dans les années 1970. Bien sûr, on n'est pas 2 fois plus heureux, on est d'accord là-dessus. Mais lequel d'entre nous serait prêt à renoncer à toutes les améliorations que nous avons connues depuis 1970 ? Le téléphone portable, l'ordinateur, Internet, une télévision avec grand plat, etc. Vous voyez, on n'est pas prêt à renoncer à ça. Enfin, sur l'égoïsme, quand je dis l'être humain est égoïste,
Comprenez bien ce que je veux dire. L'égoïsme vrai, c'est pas moi d'abord, moi tout seul. L'égoïsme vrai, c'est mes enfants d'abord. Ma femme et moi ensuite. Les autres, on verra s'il reste quelque chose. Autrement dit, s'il n'y avait que moi, je serais prêt, à la limite, à aller, non pas meilleur rapport qualité-prix, mais au commerce équitable systématiquement. Mais s'il s'agit de mes enfants, c'est exclu. Quand j'achète du cacao pour mes enfants, je veux le meilleur cacao possible, évidemment. Alors s'il est équitable, tant mieux, mais ça ne sera pas mon critère décisif. Voilà, je mourrais, je donnerais volontiers ma vie pour mes enfants. Pour les vôtres, non. C'est ça, on est tous comme ça. Et donc, il faut inventer un modèle économique compatible avec ça, parce que pourquoi nous bossons les uns et les autres, tous ceux qui ont des enfants, c'est d'abord pour nos gosses. C'est ça le fonctionnement même de l'être humain. Et c'est bien plus important pour nous que tout ce qu'on peut lire après dans les bouquins de management, qui sont éventuellement, ça peut être vrai aussi, mais ça n'est pas anthropologiquement aussi décisif. Voilà. Et donc, il faut inventer un modèle économique compatible d'une fois avec cette structure anthropologique que chacun agit d'abord pour ses gosses et secondement pour lui, et avec les limites de la planète qui font que si on garde le même modèle de développement, on va vers une catastrophe écologique annoncée. Et donc, il faut changer le mode de développement. On est d'accord là-dessus. Mais ne comptez pas sur une révolution morale, sur une révolution spirituelle. Dans 10 000 ans, les humains, en gros, seront ce qu'ils sont aujourd'hui. Comptez partiellement sur l'éducation, sur la culture, oui, c'est vrai, mais comptons d'abord et surtout sur la politique. L'écologie politique, c'est un pléonasme. Elle est politique ou elle n'est pas. Ça n'est pas une raison pour l'abandonner à ceux qu'on appelle les écolos. Je dirais presque au contraire, vous voyez. Mais voilà. Et ce qui me tue, moi je terminerai là-dessus, je crois qu'on arrive un peu au bout, c'est pas ma conclusion, c'est que moi, je passe pour un spécialiste de philosophie morale parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais ça fait des années que je dis parlons un peu moins de morale, un peu plus de politique. Et ce qui est inquiétant dans notre pays, c'est que ce chaînon-là, le chaînon qui nous permet d'agir ensemble, efficacement, ensemble et en même temps, comme dirait l'autre, les uns contre les autres. C'est ce qu'on appelle la politique. C'est le chaînon le plus dévalorisé, dont les Français ont tendance à ne parler qu'avec mépris ou dérision. Moi, ce que je dis au contraire, c'est qu'il est urgent de revaloriser la politique. Et que pour sauver la planète, comme on dit, ou plutôt pour sauver l'humanité, parce que la planète nous survivra, oui, bien sûr, on a besoin de science, de technique, de management, on a besoin aussi de morale, c'est vrai, mais on a besoin surtout de politique. Et je crois que c'est sur ce combat-là que va se jouer l'avenir de nos enfants. Merci. Alors, je passe après la conclusion d'André Comte-Sponville, ce qui est un petit peu délicat. Je suis coach ICF, et quand j'ai lu le titre de notre journée, j'ai pensé pas à 2030, j'ai pensé à dans 30 ans, parce que ça faisait un lien avec les millennials, c'est-à-dire que dans 30 ans, les entreprises telles qu'elles seront, les grandes, il y aura des millennials qui seront devenus managers. Et justement, comme nous sommes coachs, nous accompagnons la transformation, le sujet c'est ces millennials aujourd'hui qui sont comme ils sont, il y en a une partie qui sont en train de créer leur petite entreprise, puis il y en a qui vont s'intégrer dans les grandes entreprises. Ceux-là, de force, auront inventé un nouveau style de management. Et alors, dans l'accompagnement managérial, hier matin, j'étais en conf call avec une boîte de consultants de Singapour, et c'était vraiment ce thème-là. Vous allez comprendre les liens. C'est qu'ils disaient, nous, on travaille avec un grand laboratoire pharmaceutique mondial, et ils ont donc, sur la partie diagnostic, ils sont en ce moment complètement concurrencés, bouleversés par toutes les start-up qui font du diagnostic médical. Donc en fait, les grandes entreprises sont obligées, compte tenu des nouvelles concurrences, sont obligées, étage par étage, business par business, etc., de se réinventer. Et alors je lui disais, mais vous savez, en fait, voilà, est-ce que vous connaissez, alors j'étais en anglais et je ne savais pas le traduire, je dis, free or liberated, alors elle me dit, what, et en fait, j'étais en train de regarder sur Internet, et en fait, le mot libéré, entreprise libérée, c'est français. Et le concept en anglais, c'est management innovation, donc l'innovation managériale. Et donc en fait, ils comprenaient pas ce que ça voulait dire libérer. Ah oui, les coopératives, oui, un peu, mais c'est pas ça. Et en fait, le système Gore-Tex, qui est l'entreprise libérée, c'est créer, libérer. Or, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les grandes entreprises ne peuvent pas se libérer. C'est donc effectivement une certaine conscience de tout ça qui va faire qu'aujourd'hui, les entreprises demandaient justement à cette boîte de consultants comment faire pour accompagner et aider cette innovation managériale.
Je passe le... Merci. Pardon. Non, donc c'était pas une question. C'était un partage. Voilà, ce sera le sujet de notre prochain séminaire. Présent. Bon, je crois que c'est une dernière question. Une dernière question. Une petite remarque, je voulais juste vérifier, combien il y a de coachs dans la salle? Bon. Est-ce qu'il y en a qui ont travaillé dans des entreprises avant? Oui. Est-ce qu'il y en a qui l'ont quitté parce qu'ils en avaient ras-le-bol? Bon, c'est bien une assemblée de coachs. En fait, je faisais juste ce petit sondage amusant, mais que j'ai l'habitude de faire. Parce que tout à l'heure, et c'est vrai que vous avez raison, c'est important de pouvoir mettre de la clarté dans tout ça, j'avais le sentiment qu'on évoquait... Ah oui, j'ai oublié, pardon, de poser une dernière question. Qui travaille dans la salle? Oui, voilà. J'avais le sentiment que l'on reste dans une conception très française du travail qui consiste à dire le travail, c'est d'abord de la contrainte et d'abord de la souffrance. Et en fait, je pense qu'une des grandes révolutions que nous permet notamment les mutations technologiques, c'est que de plus en plus, je ne généralise pas à mon tour, hein, mais de plus en plus, nous offrons des espaces où travail et plaisir peuvent s'associer, ne serait-ce que parce qu'on réduit la pénibilité du travail, et ne serait-ce aussi que parce que les économies dites collaboratives permettent de créer un niveau de complexité suffisant pour que les sociétés mutent. Donc, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est parmi les mutations que vous observez, tous les deux, en tant que philosophe ou qu'économiste, en fait, en quoi ces mutations vont pouvoir permettre de réunifier plaisir et travail? Ce serait ça ma question. Alors, ce que vous évoquez, c'est qu'il y a un super sujet d'innovation, mais on n'est pas encore prêt. Hein. C'est-à-dire que la maturité aujourd'hui de nos économies n'est pas faite. En fait, ce que vous dites, c'est tout simplement, aujourd'hui, les gens veulent créer tous, en gros, être en capacité de porter leurs propres initiatives. Ça, c'est ce qu'on voit vraiment chez les jeunes. Donc, globalement, l'initiative, elle va être locale. Le problème, en fait, de cela, ça reviendrait presque à être tous artisans, finalement. C'est que c'est limité. Le local, ben, c'est pas suffisant. Donc la question, c'est comment on arrive à capitaliser à créer en gros les conditions de l'entrepreneuriat dans l'entreprise. C'est ça le sujet en fait à venir. Et donc comment on arrive à passer du local tout en ayant une dimension globale. Ben, ça vous l'avez en fait en tête. C'est-à-dire que, et je l'évoquais tout à l'heure, il y a un vrai travail d'innovation sur la raison sociale de l'entreprise. Elle a du sens, cette raison sociale, et dès le départ, elle peut vous faire des erreurs. Aujourd'hui, toutes les boîtes qui se créent sont des SAS. Société par action simplifiée. Parce que les experts comptables ont l'habitude de faire des ACS, parce que c'est mieux, pour des raisons fiscales, patrimoniales, enfin on s'en fout. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il doit se produire quelque chose autour en fait du système coopératif. Je ne parle pas d'économie collaborative, mais la coopérative à réinventer. Hein. Ce n'est pas le même business model que les agriculteurs ont utilisé, mais pas très loin. Il faut vraiment travailler sur les systèmes en termes de raison sociale coopératif ou de GIE, parce que c'est la bonne échelle, c'est celle qui permet de ne pas nier l'individu, c'est-à-dire l'initiative locale, mais tout en ayant une dimension globale à pouvoir adresser des marchés généraux. C'est un vrai sujet. Et donc, je n'ai pas de réponse. Mais ce que je sais, c'est que les entrepreneurs qui créent aujourd'hui créent souvent pour répondre à un besoin. Et on fait souvent l'erreur de ne pas réfléchir à la manière dont on va pouvoir se projeter dans le temps. Et la raison sociale, la manière dont vous avez construit votre entreprise, elle en dit long sur la manière dont vous percevez la réalisation de votre mission. Et je crois qu'il y a un vrai sujet. Comment on arrive à ne pas choisir entre local et global, mais à faire cohabiter les deux. C'est possible. Et je pense même, là pour le coup, chez les jeunes, c'est un vrai souhait. Je veux rester maître, mais attention, les gens chez moi, moi, mon objectif, c'est créer les conditions de l'entrepreneuriat dans mon entreprise. Mais le message, c'est que j'assume le risque. Et quand tout le monde me dit, les salariés, c'est fini, je suis désolé. Mais quand on a une femme, des enfants, etc., la stabilité ou avoir quand même un petit peu de sérénité dans sa vie, ça a quand même de la valeur. Donc l'idée, c'est pas l'un ou l'autre. On peut faire les deux. Mais pour le coup, il faut créer les conditions de l'entrepreneuriat dans sa boîte et ça peut passer via des raisons sociales. Les gens sont leurs propres patrons, mais avec une partie qui va être transversale, mutualisée, voilà, et qui peut appartenir à tout le monde. Donc il y a un vrai sujet. Donc j'ai pas de réponse, mais il y a un vrai sujet d'innovation sur la raison sociale des boîtes. Alors je suis désolé, ça peut paraître technique, mais si vous n'avez pas ça dès le départ, vous pourrez faire ce que vous voulez. Il y aura du mal à avoir une adéquation entre entre ce message-là et vos capacités à le mettre en place dans une entreprise traditionnelle. M. Comte-Sponville voudrait réagir.
Alors, le travail comme contrainte, c'est pas franco-français. J'ai cité Galbraith, économiste américain, Russell, philosophe britannique. C'est pour ça qu'on le paye. Si c'était tellement agréable, on paierait pour travailler. La vérité, c'est qu'on vous paye pour travailler, ce qui suppose que le plaisir ne suffirait pas. Et c'est justement parce que c'est d'abord une contrainte que la question du plaisir au travail est la question décisive. J'ai terminé là-dessus de mon exposé sur le bonheur au travail. Je n'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails. Mais pour moi, la pierre de touche du management réussi, elle est là. Le management est réussi dans une boîte quand les salariés, qui ne travaillent pas pour le plaisir, non, ils travaillent pour l'argent. Le management est réussi dans une boîte quand les salariés qui ne travaillent pas pour le plaisir prennent plaisir à leur travail. Le management est réussi dans une boîte quand les salariés qui ne travaillent pas par amour du travail, non, ils travaillent pour gagner leur vie. Le management est réussi quand les salariés qui ne travaillent pas par amour du travail réussissent à aimer leur travail. Et donc le management est réussi quand les salariés sont heureux au boulot. Mais c'est justement parce que le travail n'est pas spontanément un bonheur qu'on a besoin de management pour ça. Sinon, on ne serait plus dans le management, on serait dans le marketing. C'est plus facile de vendre du plaisir à ses clients qu'à ses salariés. Et c'est pour ça que la notion de motivation est tellement éclairante. Parce qu'évidemment, la motivation, c'est lié au désir que j'évoquais tout à l'heure. Toute motivation est un désir, mais tout désir n'est pas une motivation. Par exemple, vous avez gagné au loto, non pas des millions, mais 20 000 euros. Vous invitez votre compagne dans un restaurant 3 étoiles avec un petit groupe d'amis. Les gens se régalent, évidemment. Aucun ne dira à ses convives, bah dis donc, ce soir, t'es motivé. Non, non, quand c'est très très bon, personne ne parle de motivation. C'est intéressant, ça. Vous faites l'amour avec votre compagne. Si elle vous murmure à l'oreille, bah dis donc chérie, ce soir t'es motivé, c'est moyen. Quand c'est bon, on ne parle pas de motivation. Ça veut dire qu'on ne parle de motivation que quand ça n'est pas intrinsèquement et spontanément bon. Autrement dit, la motivation est un désir, mais pas n'importe quel désir. Quel type de désir c'est? Il y a 2 différences spécifiques. D'abord, la motivation, c'est un désir utile. Et pas seulement utile à la jouissance que ça permet, mais utile à d'autres. Et c'est pourquoi le travail du manager, ce qu'il faut expliquer à vos chefs d'entreprise, à vos managers, vos clients, le travail du manager, c'est pas de créer le désir. Personne ne peut créer le désir de personne. C'est de le rendre utilisable. Et ça, c'est une grande affaire. La deuxième différence, c'est que la motivation, c'est un désir qui porte sur quelque chose qu'on ne désirerait pas spontanément. Moi, la première fois que j'étais invité à parler de la motivation devant des médecins, je m'en étonnais, parce que c'est un sujet de management. Oui, ils m'ont expliqué, nous, on est des diabétologues. Le diabète, ça ne se guérit pas. Le seul traitement, c'est un régime relativement rude, qui consiste en gros à supprimer ou à réduire fortement ce qu'il y a de meilleur, le sucre, les matières grasses et tout. Et donc là, on a besoin d'être motivé, parce que personne spontanément ne désire suivre un régime de diabétique. C'est pour ça qu'on parle de motivation dans le sport. Parce que le nageur qui fait, 500 longueurs de piscine tous les matins, spontanément, il ne désirerait pas ça, il a mieux à faire. Il faut un effort. Voilà. La motivation, c'est un désir qui porte sur quelque chose qu'on ne désirerait pas spontanément. Et c'est pour ça qu'on parle de motivation dans le travail. Parce que spontanément, personne ne désirerait travailler, en tout cas ce type de travail-là. Le travail que j'appelais, on m'a posé une question, comment distinguer les 2 types de travail que distinguait Galbraith. Celui qu'on ne fait que parce qu'on en a besoin pour gagner sa vie, je proposais de l'appeler labeur. Et celui qu'on ferait même si on avait gagné au loto, même sans être payé, c'est ce que j'appellerais volontiers le travail passion. Mais ce n'est pas la même chose. Et là, très souvent, les patrons qui aiment passionnément leur travail, et on les comprend, regrettent que leurs salariés n'aient pas la même passion au travail. Mais c'est qu'ils ne font pas le même boulot. Et par ailleurs, ils n'ont pas non plus le même mental. Vous voyez. Je termine par une dernière anecdote. Une fois, j'intervenais devant, alors c'est le groupe, le nom est Oxylan, voilà, qui possède entre autres Decathlon. Vous savez devant moi les 300 principaux cadres du groupe Oxylan. Je leur pose la question. Lequel d'entre vous continuerait à travailler pour le groupe Oxylan si vous aviez gagné 60 millions d'euros au loto européen? Il était 300. Une main s'est levée, une seule. Celle de Michel Leclerc, patron propriétaire du groupe Oxylan. Et je lui ai répondu, mais c'est normal, d'abord il y a Belle Lurette qui a gagné beaucoup plus que 50 millions d'euros. Mais surtout les 300 personnes qui étaient là, c'est lui qui fait le métier le plus créatif, pas seulement le mieux rémunéré, mais le plus créatif, le plus passionnant, le plus épanouissant. Et donc lui n'a pas besoin de manager, de coach peut-être, mais enfin, j'en suis même pas certain. La caissière
qui tient la caisse dans un magasin Décathlon de la banlieue de Roubaix, je vous jure qu'elle, elle a besoin d'être managée. Donc vous avez raison, la question du plaisir au travail, du bonheur au travail, c'est une question décisive. Mais on ne peut comprendre à quel point elle est décisive qu'à la condition de bien voir d'abord que le travail n'est pas spontanément un bonheur. Et là-dessus, reconnaissons que beaucoup de livres de management nous dorent la pilule. On a l'impression que des fois, les gens ne seront contents que lorsque les salariés aimeront tellement leur travail qu'ils le feraient à la limite, même bénévolement. Mais ce n'est pas le cas. Enfin, dernier mot, il ne faut pas non plus noircir trop le tableau. Il y a un sondage qui est paru dans La Croix il y a 2-3 étés. C'est un sondage paru l'été. La question qu'on posait aux Français, en gros, c'était « Êtes-vous content de partir au boulot le matin ?» Bonne nouvelle, 76% des Français répondaient oui à cette question. 76%, c'est beaucoup. Mauvaise nouvelle, seulement 36% des ouvriers répondaient oui à cette même question. Ah oui, il y a des boulots plus faciles à aimer que d'autres. Eh bien, ce que je dirais, c'est qu'on a d'autant plus besoin d'être managé et peut-être d'être coaché qu'on fait un métier plus difficile à aimer. De ce point de vue, vous avez du pain sur la planche. Bon appétit à tous. Merci. Je vois que le plaisir et le désir nous ont emmené bien au-delà du temps imparti. Emmanuel ? Oui, effectivement, il est 13h et moi j'avais préparé des questions que j'aurais adoré partager avec vous et je vais les garder pour une autre fois. Voilà, ou pour le cocktail ou pour une autre fois. Je crois qu'on aurait aimé poursuivre les échanges bien au-delà, mais on va s'arrêter. Je tiens à vous remercier. Je crois que vous n'êtes pas là cet après-midi, ni l'un ni l'autre. Donc c'est le moment de vous remercier chaleureusement pour votre participation.